Bonsoir tout le monde, enfin rebonsoir pour ceux qui étaient sur la conférence avec Victor Fleury tout à l'heure. On se retrouve de nouveau, cette fois pour une conférence avec Jean Assier-Danès, qui va Bonsoir à nous, tous. qui va nous parler de la création de son livre, son œuvre. Il nous expliquera pourquoi elle est multiforme tout à l'heure. Multilettre. Et je vais rapidement vous présenter avant de vous laisser la parole, Jean Assier. Vous avez fait une prépa à Lyon, au lycée Édouard Herriot, il me semble. Vous en parlerez un petit peu tout à l'heure, je pense. Et en prépa, en fait, vous avez commencé à voyager un petit peu à vélo et à suivre on va dire, découvrir les lieux de prédilection de certains de vos auteurs préférés. Et c'est comme ça qu'est né le projet de Bicyclette. Mais je ne vais pas en dire plus, je vous laisse en parler. Bonjour, bonjour. Donc voici le livre qui sera bientôt plus en rupture de stock, qui devrait être approvisionné. Oui, donc c'est une série de voyages que j'ai commencé quand j'étais en prépa à Lyon. Il faut savoir que c'est un roman, que c'est un récit qui parle de voyages que j'ai réellement effectués. Et qu'à la base, d'ailleurs, ce n'était pas du tout voué à être un roman publié dans une maison d'édition française. Alors, qu'est-ce que ce sont que ces voyages? C'est une série d'aventures qui part d'un pari avec d'autres élèves de la classe prépa où j'étais. Donc, effectivement, j'étais en Cagne, en Hippocagne-Cagne, à Édouard Herriot, donc à Lyon. Et donc dans une formation littéraire. Et il faut savoir que forcément, dans une formation littéraire, nous parlons beaucoup de littérature. Oui. Et au cours d'un de ces cours de littérature de première année, donc d'Hippocagne, a été soulevée l'idée un peu folle de faire un voyage jusqu'à la tombe de Paul Valéry à Sète. Voyage qui pouvait prendre toutes les formes qui soient, l'essentiel étant que l'on arrive à la tombe de Paul Valéry à Sète. Alors pourquoi c'est un univers particulier, la prépa, hein, où vraiment on a nos auteurs fétiches et qu'on peut vivre de manière très intense, on va dire. Et je ne saurais pas dire vraiment pourquoi, si ce n'est que je pense que l'idée, c'était de mettre aussi du concret dans des apprentissages, dans des discussions, dans des cours qu'on a à longueur de journée sur la littérature. Et sur la géographie aussi, parce que je faisais de la géographie en Hippocagne avec cette option fameuse qui est le commentaire de cartes, option magnifique, enseignement génial, que j'ai adoré et que je recommande à tous comme le commentaire littéraire, le commentaire de texte. Donc voilà, donc j'ai commencé à faire ces voyages le week-end, pendant mes vacances, et l'idée était toute simple, c'est qu'en gros, je prenais mon vélo pour aller visiter un endroit qui soit m'attirait, soit était très important dans l'œuvre d'un auteur. Je me suis rendu compte qu'il y en avait pas mal autour de Lyon, donc j'ai commencé à faire ça autour de Lyon. Donc je suis allé à Sète. Bon, là, c'est pas vraiment autour de Lyon. Ça a été un peu la claque du débutant, on va dire. Et puis après, je suis allé à Annecy. Donc à Annecy, il y a des traces, pas mal de traces de Rousseau, entre autres. Après, j'ai commencé à faire des voyages un peu plus longs. Donc j'ai traversé la France. Je suis passé bien sûr au passage obligé à Paris, où là je suis allé voir pas mal d'auteurs, mais notamment Victor Hugo. Ensuite, je suis reparti jusqu'à Montreuil-sur-Mer, toujours dans l'idée de suivre Victor Hugo, parce que Montreuil-sur-Mer, c'est la ville où Monsieur Madeleine, enfin Jean Valjean, du coup, qui se fait passer pour Monsieur Madeleine, devient maire, etc. Donc ce sont une série de voyages que j'ai commencé à faire à travers la France. Alors, comme je le dis, ça n'était pas du tout prévu pour être un bouquin. En fait, ce qui se passait, c'est que d'abord, j'avais une page Facebook dans laquelle je partageais des photos. Aussi, ça pouvait prendre une espèce de forme de journal de bord avec des points de ma progression. Je partageais une photo toutes les 2 heures, etc. Tiens, je suis à Ancenis, tiens, je suis à... Voilà. Donc, c'était un peu un carnet de route, parfois en direct. Et en plus de ces photos, je partageais une espèce d'article de compte-rendu du voyage que j'avais fait sur le week-end, parce qu'en fait, c'est d'ailleurs pour ça que j'avais créé la page Facebook. Il s'avère que beaucoup de gens autour de moi ne comprenaient pas forcément ce que je faisais à faire 400 bornes sur un vélo, ou 400 ou 200 ou 300 km, peu importe, et avaient du mal à voir l'idée de ce que c'était que ce fameux un vélo pour démo, parce que j'avais appelé ça comme ça avant de trouver le fameux jeu de mots bicyclette, justement au cours d'une de mes heures de cours de prépa avec une amie. Et
En fait, l'idée, c'était juste de partager avec les gens autour de moi. Et il s'est avéré que Facebook a limité le nombre de signes qu'on pouvait mettre dans une publication sur les pages. Donc, du coup, ça devenait compliqué, il fallait mettre en plusieurs fois et tout, ça m'a agacé. Donc, du coup, j'ai créé un blog qui s'appelait d'abord Un vélo pour des mots, puis ensuite Bicyclette, dans lequel je regroupais mes articles. Et page Facebook, plus blog, plus réseaux sociaux en général, ça commençait à être il commençait à y avoir des gens qui s'intéressaient à ces aventures. Aventures qui, il faut le savoir, avaient un rythme un peu soutenu. C'est-à-dire, et d'ailleurs c'est l'objet du bouquin, c'est pour ça que j'en parle, ça revient très, très souvent dans le livre, et c'est un des thèmes majeurs du livre, que cette espèce d'exploration et d'effort un peu. En fait, c'est que ce sont des aventures donc assez rythmées, avec parfois plusieurs centaines de kilomètres par jour. Ça peut être en vélo de route, enfin c'était en vélo de route, il y a quelques passages en tout terrain, on va dire, mais globalement c'est en vélo de route. Et il y a un vrai effort d'endurance derrière. Et c'est une pratique qui commençait à vraiment gagner de l'intérêt quand j'ai commencé à faire ça en prépa, donc on est en 2017, 2016, 2017. Et de plus en plus de gens commençaient à faire ce qu'on appelle le bikepacking, et aujourd'hui ça devient à la mode. Alors en fait, c'est une espèce de renouveau des cyclotouristes ou des randonnées à vélo, enfin de ce qu'on veut. Et donc j'avais aussi des gens, des cyclistes qui me suivaient, plus que forcément des littéraires, et puis certains qui étaient les deux, bien sûr. Et puis je continue mes voyages, il se passe 2 ans, rien d'extraordinaire, à part que pendant ce temps-là, je découvre un pays, je fais des rencontres extraordinaires, je découvre des lieux d'écrivains, ça me force aussi à lire des chefs-d'œuvre que je n'aurais pas lus, ou à relire certains que j'avais oubliés, à faire des recherches aussi d'archives, des recherches géographiques, etc. Donc vraiment, c'est un apprentissage que je fais en parallèle de la prépa, et c'est vrai que des cours de géographie ou cours de lettres, en passant par les cours d'histoire, il y a un peu une espèce de boulimie que je mets à l'œuvre de ce texte. Mais je ne sais pas encore que ça va être un texte, c'est juste pour l'instant un blog. Et je me permets d'intervenir Ouais. parce que vous disiez qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu du mal à comprendre cette démarche. Et qu'est-ce qu'ils vous disaient et qu'est-ce que vous leur avez dit pour justifier vos voyages? Eh bien, en fait, j'en sais rien. En fait, on me dit qu'est-ce que tu fais? Je sais pas. Je vais à tel endroit parce que il y a un écrivain que j'aime bien. Ils me disent en vélo. Je dis oui. Je dis pourquoi? Je dis, pourquoi pas? Je sais pas. Ça m'amuse, c'est marrant. Et donc c'est vrai qu'à partir de là, c'est un peu douteux d'expliquer aux gens que vous faites une distance qu'il faut en TGV, en vélo, et que ça vous amuse. Et puis parfois, surtout, c'était un peu décousu, c'est-à-dire je partageais une photo en me disant je suis à tel endroit et je me retrouvais à la table de quelqu'un de manière complètement, enfin voilà, l'aventure quoi. C'est-à-dire vous savez jamais où vous allez finir dans une heure. Ça peut très bien se passer, comme ça peut être très drôle. Et donc c'est surtout pour ça que j'ai créé, que j'ai essayé voilà, pour essayer d'expliquer. Et aussi pour mes proches. Enfin voilà, c'était pour Oui, c'était partager une sorte tous d'album, les entre délires guillemets. et toutes les émotions de la route. Voilà. Et je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, bien sûr. Donc voilà, donc il se passe, je reprends ma petite narration, il se passe à peu près 2 ans, je continue des voyages, donc à Annecy, enfin beaucoup dans la région lyonnaise, je commence aussi à rouler de nuit, à faire des entraînements de nuit, parce que forcément, qui dit prépa dit beaucoup d'heures de cours et devoirs et dissertations le week-end, donc du coup, on recycle un peu le temps, donc la nuit c'est bien, ça me permet de me défouler et de retrouver un peu le temps qui passe très vite dans la journée, de digérer les cours, enfin voilà, c'est vraiment, ça devient un équilibre de faire ce sport. Et même si, bien sûr, la semaine, ce n'est pas des grosses distances, voire c'est des toutes petites distances. Et on fait un saut donc, de presque 2 ans. Donc, je continue donc, toujours ce blog, cette page Facebook, puis ce blog. Et puis, donc là, je vais passer, on est dans mon année de cube, donc correspond à ma 3e année d'études supérieures, la 2e CAM, parce qu'il faut savoir qu'on peut cuber, c'est-à-dire refaire Une une année de 2e CAM. année. Voilà, une année de CAM, et comme les programmes changent et tout, c'est super. Enfin, moi, j'ai bien aimé. C'est vrai. Et là, je me dis, bon, allez, faut fêter ça pour rentrer dans l'âge adulte et pour terminer cette préparation qui a duré 3 ans. Après l'ENS, donc après mes concours, je vais partir en Italie sur les traces de Jean Giono, qui est un auteur que j'adore. Et donc c'est vrai qu'il y a toute une aventure qui commence dans le sud de la France, qui commence dans la région de Manosque et tout ça. Et voilà, enfin Jean Giono, c'est la Provence, c'est l'Italie, etc. Donc je décide de faire ça, de prévoir ça.
Et puis, à ce moment-là, quelques jours avant que je parte, je crois, une semaine ou deux avant que je parte, il y a quelqu'un qui est un lecteur de mon blog, qui me parle d'une journaliste qui est intéressée et qui voudrait parler de mon projet, etc. Donc, je rencontre cette dame, que je salue d'ailleurs, qui était une journaliste du 20 minutes. Je ne citerai pas son nom parce que je ne sais pas si elle veut que je cite son nom, mais c'était une journaliste du 20 minutes que je ne connaissais pas du tout et qui, sans le savoir, a lancé un engrenage, a lancé le caillou qui a fait la boule de neige. Je ne sais pas comment on peut dire. Et elle me dit, bah voilà, j'ai appris que vous alliez partir en Italie, je serais intéressé pour faire un article sur vous dans le 20 minutes. Je la rencontre et à ma grande surprise, une semaine plus tard, cet article est en fait une une. C'est-à-dire, c'est la une du 20 minutes. D'ailleurs, Oui. si je... Bon, là, voilà, je ne vais pas... Mais il est dans l'onglet dossier de presse sur mon blog. Donc, c'est une du 20 minutes qui parle encore du projet Un vélo pour des mots, parce que je crois que ça ne s'appelait pas encore bicyclette. Et qui raconte brièvement ce projet. Je pense honnêtement que j'ai bénéficié d'une période électorale où, je crois que c'était pendant l'affaire Fillon, enfin, voilà, on était en plein dans des dossiers politiques et je pense qu'ils ont pris le choix, la rédaction, ils ont fait le choix d'être positifs et de montrer un projet marrant, d'un projet d'un jeune qui osait faire quelque chose, qui lui plaisait. Et en fait, cet article a vraiment déclenché un espèce de ruisseau derrière, c'est-à-dire qu'il y a eu d'autres journalistes qui en ont parlé. Et là, je parle sans considération d'audience ou quoi que ce soit, mais voilà, de plein de différents types de médias. Donc, il est passé à la télé, il est passé à le projet a été présenté par Louise Ekland aussi sur la matinale de Thomas Soto sur Europe 1. Enfin, vraiment, ça a pris des proportions. Moi, j'étais en plein concours de Normal Sup, parce que du coup, c'était juste avant que je parte en Italie, et je ne m'attendais pas du tout à ça. Et très rapidement, donc après toutes ces radios et tous ces téléphones qui sonnent, là vraiment, moi je comprenais pas. Je comprenais pas pourquoi au bout de 2 ans, les gens s'intéressaient d'un coup à ça. Mais bon, je jouais le jeu, je trouvais ça rigolo. Et finalement, je n'ai pas pu partir en Italie. C'est quand même l'ironie de l'affaire. Je suis allé après, heureusement. Mais je n'ai pas pu partir en Italie faire le voyage de Jean Genot qu'elle avait évoqué pour la simple et bonne raison que cette année-là, il y a eu, je ne sais plus, un cyclone, enfin un typhon, une catastrophe naturelle qui a fait que le concours de l'ENS, pour une des très rares fois de son existence, a été décalé. Donc, j'ai dû annuler mon périple en Italie. Je n'ai pas pu le faire après, bon, pour plein d'autres histoires. Donc, heureusement, je l'ai fait depuis, mais sous une autre forme. Mais bon, voilà, ce périple dont il était question dans le 20 minutes n'aura pas eu lieu sous ces conditions-là. Et il faut savoir aussi autre chose, c'est qu'en fait, les maisons d'édition, et ça j'en reparlerai après si ça intéresse les gens, mais les maisons d'édition publient peu de manuscrits qu'elles reçoivent par la poste. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire qu'elles n'en publient pas, attention, ça ne veut pas dire qu'elles ne les lisent pas. Ça veut dire que globalement, elles vont recevoir énormément, de l'ordre, pour certaines maisons, de 4 à 6 000 par an, mais je ne veux pas donner de nom de maison, mais voilà, ça se trouve facilement, et les articles de l'Express et tout ça sur ce sujet, des articles du syndicat de l'édition, tout ça, sur combien les éditeurs reçoivent de bouquins par an. Et peu des manuscrits qui sont reçus par la poste sont publiés, pour plein de raisons. Et en fait, il y a des gens dans les maisons d'édition, il y a certaines personnes qui ont un peu un rôle aussi de débusquer des auteurs, de chercher les plumes qui les intéressent et de voir voilà, s'il est possible de faire quelque chose et si ces gens ont envie de le faire, etc. Et il s'avère qu'une éditrice de documents au Seuil est tombée donc, lors de sa veille de presse sur ma petite affaire à vélo. Et elle m'a contacté, ainsi que de nombreux autres éditeurs, et ils m'ont demandé si ça m'intéressait de faire un livre. Alors là, moi, qui écris depuis 2 ans, ma première réponse, c'est de dire non. Allez savoir pourquoi. La première réponse, c'était de dire non, non, je ne suis pas prêt, je ne veux pas faire de bouquins. C'est un petit peu effrayant de premier abord. C'est ça, et puis j'étais encore dans le côté sous l'ombre des grands héros du panthéon français, on va dire. Enfin, héros ou héroïnes, hein, parce que bien sûr, il y a des grands écrivains aussi. Et des grandes femmes aussi, dont il est question dans le livre, notamment Yourcenar. Et enfin bref, donc je ne sais pas, au début je dis non, et puis d'autres éditeurs me contactent, et puis en plus maintenant se pose le problème de choisir entre différents éditeurs. Enfin, j'ai eu beaucoup de propositions de l'ordre
voilà, 10-15 maisons, quoi. Il y en a qui me proposent des rendez-vous, il y en a qui sont agressifs, il y en a qui sont très fuyants, il y en a qui proposent des choses indécentes, etc. Enfin, très marrant. Franchement, un apprentissage, rien que ça, valant la peine d'être vécu. Et puis finalement, on s'est très bien entendu avec mon éditeur actuel, au Seuil, qui est donc un éditeur de littérature au Seuil, qui lui est descendu après que j'ai fait un premier choix. Alors ce premier choix, c'est quoi? Et là, je salue la formation de la classe prépa. Et je salue aussi un professeur que j'ai eu en prépa, enfin il y en aurait plusieurs à saluer, mais ici, je vais parler d'Étienne Kern parce que je sais qu'il a joué un rôle très important dans le choix de la maison d'édition. Donc comme il est écrivain aussi, lorsque j'étais en prépa, je me suis dit, mais comment choisit-on une maison d'édition? Et puis, c'est quoi un contrat d'édition? Et puis, je fais quoi concrètement? Et en fait, moi, j'ai personne dans ma famille qui travaille dans l'édition. Je n'ai pas de connaissances. En tout cas, à l'époque, je n'avais pas de connaissances dans l'édition. Aujourd'hui, bien sûr, ça a changé puisque j'ai fait des stages, etc. Mais à l'époque, vraiment, je ne connaissais pas du tout ce monde. Et il faut savoir aussi que c'est un monde qui est finalement assez secret. Parce qu'il y a des clauses de confidentialité, parce qu'il y a des pactes, parce qu'il y a des usages qui découlent d'un droit d'auteur, etc. Et on ne sait pas trop comment ça marche. Et je cherche des informations sur Internet, ça ne me satisfait pas. Enfin, voilà. Donc, je me tourne vers un de mes professeurs qui publie, puisque je me dis, s'il publie, c'est qu'il est déjà passé par là. Et qu'il connaît, bien sûr. Et il m'a donné le meilleur conseil du monde. Il m'a dit, écoute, je ne peux pas choisir pour toi. D'autant que dans le lot, il y avait des choix qui étaient différents les uns des autres, mais voilà, en fait, peu importe, je pense que ça aurait été un bon choix, ça dépendait juste de ce que je voulais faire après comme texte, etc., et de la relation que j'allais avoir avec l'éditeur, mais il n'y avait pas de mauvais choix réellement. Et il me dit, écoute, regarde dans ta bibliothèque, regarde les livres que tu lis le plus, ou ceux que tu aimes le plus, ceux desquels tu te sens le plus proche, etc. Et en fait, il venait de m'apprendre ce que c'était, et que je savais, mais que je savais en tant qu'étudiant et pas en tant qu'écrivain, ce que c'était qu'un catalogue, et ce que c'était aussi qu'une maison d'édition, c'est-à-dire c'est pas juste un lieu où on sort un objet fini qui est le livre, mais c'est vraiment une maison avec sa ligne éditoriale, son système de fabrication, parfois ses choix politiques, etc. Et donc j'ai regardé dans ma bibliothèque et il s'avère que prépa oblige, je lisais beaucoup de sciences humaines, je lisais beaucoup d'histoire, je lisais beaucoup de critiques, bien sûr. Je lisais beaucoup de textes en toutes sortes, sur la géographie, sur plein de choses. Et j'avais beaucoup de livres du Seuil. Je n'avais pas que des livres du Seuil, mais c'était peut-être ceux desquels je me sentais le plus proche. Et notamment, il y a un écrivain qui est rentré il n'y a pas longtemps au Panthéon, qui est Maurice Genevoix, qui a fait aussi au début l'histoire du Seuil. Enfin, voilà. Donc c'était une maison qui me plaisait bien par son histoire. Ouais. Et à ça, s'est superposée la relation avec un super éditeur, avec qui on s'est très bien entendu. Donc on allait déjeuner ensemble, on a commencé. Je lui ai dit, voilà ce que je voudrais faire comme livre. Il m'a dit, ah mais je n'avais pas du tout compris ça avec l'histoire des documents. Moi, je pensais que vous vouliez publier votre bouquin, publier votre blog, en fait. Et donc, je suis descendu quand j'ai compris que vous vouliez vraiment faire un livre. Et donc, non plus, en fait, un document, mais un roman, quoi. Je ne sais pas comment dire. Pas forcément juste un texte journalistique, mais que vous vouliez vraiment écrire, dans le sens quelque chose de littéraire. Je ne sais pas comment dire. Oui. Quelque chose avec une ambition plus artistique, voilà, disons, qu'un simple blog. Quelque chose qui relève davantage peut-être de la personnalité de l'auteur, etc. Et puis, on a discuté. Moi, je lui avais envoyé 10 pages avant qu'il descende à Lyon, parce qu'il me disait, mais qu'est-ce que vous voudriez faire? Enfin, l'éditrice document me dit, mais qu'est-ce que vous voudriez faire? Donc, j'envoie 10 pages. Et elle me dit, je transmets le dossier à un collègue. Et donc, c'est ce fameux éditeur qui est toujours mon éditeur à cette date, et qui, j'espère, le restera longtemps, parce qu'on s'entend bien. Et on a décrété comme ça le contrat. Alors, il faut savoir que ces négociations se font juste après le concours de Normal Sup, je crois. Elles ont commencé, je crois que j'ai commencé à être contacté par des éditeurs alors que j'allais passer une épreuve. Je crois que c'était l'épreuve de géo et... première, en plus, la géo en général. L'épreuve d'histoire. Ouais, je crois que c'était la première épreuve. Ouais. Bon, il y avait eu un décalage en plus avec la banque d'épreuves communes et tout ça que je passais aussi parce que justement, cette histoire de catastrophe naturelle. Enfin, et donc, oui, j'étais peu dispo, peu enclin à passer ce concours puisque j'avais la tête bien ailleurs. Et à partir de là, donc, à partir de ce premier rendez-vous qui est donc en avril-mai, il m'a laissé un temps de plusieurs mois.
Et donc là, j'étais tout seul, je pouvais aller faire mes voyages, je pouvais compléter. En plus, maintenant, je savais, donc je me disais, ah bah, il y a tel endroit aussi, il faut que j'y aille, j'ai plus d'excuses. Et, euh, et voilà, j'ai continué. Alors d'ailleurs, dans le livre, euh, il y a plusieurs voyages qui ont été faits alors que je savais que le livre allait être publié, on va dire. C'est notamment une traversée qui part de la côte d'Opale, dont je parlais Ouais. dans l'entretien, qui parle de la côte d'Opale et qui va jusqu'à Biarritz. Ça, c'est un voyage que j'ai fait déjà un peu plus tard que les autres, avec beaucoup de Blaise Cendrars en tête. Euh, et là, c'est un voyage que j'ai fait voilà, en me disant que ce sera peut-être le dernier avant que je rende le texte. Donc, j'ai écrit sur l'été. C'est un texte que j'ai écrit sur l'été, hein, bien sûr. Donc, entre avril et je l'ai rendu en septembre. Et je n'ai pas beaucoup dormi entre les voyages et l'écriture. Mais je me suis bien marré. Vraiment, je me suis marré et j'ai essayé de transmettre cette passion un peu dedans et de reprendre et de reprendre et de reprendre et d'écouter les conseils de l'éditeur et voilà, les questions partout dans la marge, de corriger, etc. Et Et donc, la sortie définitive a été en janvier. c'est intéressant cette temporalité dont vous parlez, du fait qu'il y a une partie du livre que vous avez écrite sous forme Ouais. de blog et que vous avez réadapté par la suite, j'imagine, et d'avoir une partie qui a vraiment été Oui, en conçue fait, pour être dans un livre, en fait. en gros, après, il y a une partie du boulot qui a été de reprendre la matière première que j'avais sous forme de carnet ou de publication, ou, voilà. Aussi de mes matières premières au sens brut, hein, les tracés GPS de mes itinéraires à vélo, certaines photos, etc. Et de reprendre les cartes, de reprendre les œuvres, et voilà, après d'harmoniser tout ça sous la forme du récit qui est le plus fidèle possible à l'expérience vécue, en fait. Voilà. Et là, donc cet été-là, il y a eu toute la fameuse histoire de. J'ai découvert ce que c'était qu'un contrat d'édition. Alors maintenant, sans être loin d'être un spécialiste, parce que je n'ai publié qu'un livre, même si j'ai été confronté à bien d'autres contrats d'édition, je pense vraiment que c'est quelque chose qui est hyper intéressant, le contrat d'édition, et le droit d'auteur en général, et la propriété intellectuelle en général. Et après, en fait, ce livre, finalement, n'était, je pense, que la première étape de plein d'autres événements. C'est-à-dire quand vous publiez un livre, pour peu que ça se passe bien, vous êtes invité dans de nombreuses librairies. Donc j'ai fait un second tour de France qui n'était plus celui des boulangeries et des écrivains, mais qui était celui des livres, on va dire, des libraires et des bibliothèques, etc. Donc là, ça a été extraordinaire. J'ai rencontré plein de gens. Enfin voilà, vraiment super, super, super occasion. Il y a eu aussi les prix littéraires. Alors j'ai été dans pas mal de finales de prix littéraires. Voilà. On en parlera si vous voulez. Moi, je n'ai pas grand-chose à Oui, dire sur les oui, prix bah littéraires. c'est assez intéressant parce que j'imagine que quand on est aussi jeune que vous, que nous, hein, finalement, puisqu'on a à peu près le même âge, Mm. c'est très déstabilisant de se retrouver dans un monde comme ça, qu'on a tendance un peu à idéaliser parce que voilà, il y a le côté un peu de voir des célébrités qui font voilà, des tours des librairies pour faire des dédicaces, etc. Et puis l'influence aussi, comme vous disiez, des grands auteurs, d'être d'être dans leur chemin. Alors, ce que vraiment j'en retiens, c'est déjà l'extraordinaire diversité, mais que j'avais déjà constaté à vélo, hein, l'extraordinaire diversité des personnalités, des librairies, des visiteurs même. Enfin, voilà, ça vraiment, ça a été incroyable. J'ai fait des événements qui, par leur nature, étaient très différents. J'ai été invité à des fêtes du livre, à des gros événements, des gros salons, comme la fête du livre de Saint-Étienne, ou j'ai fait un salon La Frontière Suisse à Ferney-Voltaire, qui s'appelait Livre en Lumière. Ouais. C'était pareil, vraiment des événements déjà pas mal conséquents, en tout cas en nombre d'auteurs et en programmation. Et après, j'ai fait des visites dans des librairies où là, c'était vraiment au coup de cœur du libraire ou grâce aux relations du seuil. Enfin voilà, de manière générale, comme se passe la promo d'un bouquin, c'est là où vous êtes invité. Et puis là, c'est un peu, ils mettent une affiche et puis on voit qui vient. Alors la librairie, souvent, a ses fidèles, ses adeptes qui viennent, ou après, il y a des gens qui ont entendu parler du livre par la presse, etc. Mais c'est vrai que ça, c'est un énorme apprentissage. Hein. C'est vraiment... Et puis, il y a eu les radios, il y a eu d'autres. Vraiment, oui, tout ce qui est presse après qui a suivi. J'ai eu une bonne réception de presse. En fait, j'ai eu une grosse réception de presse avec des énormes surprises, notamment un journaliste, un critique littéraire qui s'appelle Jérôme Garcin, qui a fait une critique de ce livre qui m'a beaucoup touché.
où ça termine en disant qu'il me donne le maillot jaune et les palmes académiques, je crois. Et j'ai beaucoup de blagues sur mon prénom, hein. Ça, Jean Assier, il fallait s'y attendre. Voilà. Mais globalement, c'est vrai que c'est très touchant de voir qu'il y a des critiques qui vraiment vont lire le livre, le décortiquer et en donner un avis très personnel, même si c'est pas forcément agréable parfois, mais bon, globalement, c'est toujours hyper intéressant et j'ai vraiment une bonne réception. Je pense aussi à un article de Christian Entier, je crois, qui avait fait la une du Figaro littéraire, qui m'avait beaucoup touché. Oui, il est sur votre blog, il me semble. Oui, ben, normalement, ils y sont. Ouais. Ouais. Et voilà, après des radios, des podcasts, plein de choses qu'on ne connaît pas ou dont on ne se rend pas compte l'ampleur du travail aussi. Ouais. Parce que c'est vrai que quand vous aimez bien un auteur, vous dites « Ah, il a participé à tel truc, il est sur France 3, il est sur... » Mais vous ne savez pas, en fait, derrière, qu'il y a beaucoup de boulot. Et parfois qu'il n'y a pas du tout de boulot parce que vous l'avez appris au dernier moment et voire même c'est quelqu'un qui vous appelle en disant « Tiens, je t'ai lu dans le kiosque ou je te vois à tel endroit. » Donc voilà. Mais les prix littéraires, j'ai pas grand-chose. Voilà. C'est plus, moi, vraiment, ce qui a été extrêmement surprenant, c'est d'être sélectionné, effectivement, sur des listes d'été du prix Médicis ou ce genre de choses, ou dans des finales de prix de Saint-Germain qui sont assez historiques. Mais après, voilà, c'est quelque chose de très différent aussi de ma manière d'écrire, je pense. C'est un... Vous n'en retenez pas grand-chose parce que c'est un monde auquel vous ne vous identifiez pas ou Non, c'est pas la question. vous n'avez pas Non, eu c'est pas du tout la d'expérience? question. Oui, bah, voilà, je sais pas. Je sais pas. D'accord. Je sais pas. Et, C'est à ouais. vivre, je pense. Après, ouais, non, vraiment. Oui, c'est aussi quelque chose de très différent de l'acte d'écriture, je trouve. Il y a un côté un peu, on vous donne un bon point. Enfin voilà, moi, Ouais, j'ai travaillé aussi, et d'ailleurs, l'une des finalités, l'une des retombées de ce livre, ça a été de faire j'ai fait une résidence d'écriture dans la maison d'un écrivain que j'aime particulièrement, donc en septembre 2019. Et cet écrivain, c'est Julien Gracq. ouais. Et Julien Gracq est un écrivain qui a beaucoup écrit sur la réception aussi du livre, en tant qu'auteur qui regarde un peu ce qui se passe de l'autre côté, et notamment sur les prix littéraires. Il y a un livre qui s'appelle La littérature à l'estomac, où il y a aussi En lisant en écrivant. Enfin voilà, il y a plein de choses de critique littéraire où justement il réfléchit sur cette relation entre l'objet livre et son public, on va dire. Et il faut savoir que Julien Gracq a refusé un prix Goncourt en 1951. Oui, exact. C'était le premier et par là peut-être le seul à refuser le prix Goncourt pour Le Rivage des Sirtes. Que finalement, d'ailleurs, on lui a quand même donné. Enfin bon, les prix, c'est quand même quelque chose à prendre en considération dans une histoire aussi. Donc c'est pour ça que j'ai pas grand-chose à en dire. Là, c'est l'étudiant en lettres qui parle. Oui, d'accord. Et justement, on a une question dans le chat par rapport à vos études. Une question d'Anaïs qui vous demande si votre goût pour la littérature vous est venu avant la classe préparatoire ou si ça vous est vraiment ça vous a été révélé vraiment en prépa. Les deux. Les deux, honnêtement, les deux. Comme je le disais dans l'entretien, j'ai commencé à... Enfin, je me souviens, voilà, la période de l'enfance, pour moi, c'est bien sûr c'est Jules Verne, c'est Roald Dahl, c'est Saint-Exupéry, c'est plein de textes différents. Je me souviens aussi, quand j'étais vraiment petit, avoir adoré tous les Artemis Fowl de Henry Koffler et tout ça. Enfin, oui, les deux. Je lisais petit, mais c'est vrai que si on m'avait dit au collège ou au lycée, tu publieras des bouquins et tu passeras et tu auras des concours qui te permettront d'être prof de français, j'aurais rigolé. Et pourtant, la prépa, si vous voulez, là où c'est génial, c'est que c'est une formation extraordinaire si vous voulez apprendre à lire très finement. Ouais. Et si vous voulez avoir en quelques années un condensé qui est inégalable, je pense, d'histoire, de géographie. Enfin voilà, c'est vraiment un très très bon socle. Et ce livre, en fait, c'est un peu la réponse à ça. C'est-à-dire que la prépa, c'était peut-être le socle. À un moment, je dis, pour célébrer mes 18 ans, au début, je dis, pour célébrer mes 18 ans et l'été qu'ils annonçaient, j'ai conduit ma bicyclette vers des lectures que j'affectionne, ou leurs auteurs, pour l'humanité indélébile dont ils ont fait preuve. Cela m'est apparu simplement comme un bon socle pour entrer dans l'âge adulte. Voilà, c'est comme ça que je résumerai. C'est un bon socle pour rentrer dans l'âge adulte. Et ce livre vous a aidé justement à rentrer dans l'âge adulte?
Oui, et pour une raison qui n'est pas forcément celle à laquelle on pense. En fait, j'ai pas grandi, j'ai pas passé toute mon enfance en France. Et c'est vrai que, et d'ailleurs, je pense que c'est pareil dans les gens qui nous écoutent et autour de, et même vous, chez vos proches, etc. Je suis pas sûr que si on vous dit Auxerre, même peut-être, je sais pas, Bordeaux ou des villes, des petites villes ou des grandes villes qui sont dans des régions que vous connaissez pas forcément, je suis pas sûr que vous ayez forcément un maillage très harmonisé de Ouais. ce qu'est la France et ce que sont ces différences. Et à un moment, je crois que j'ai dit que la France, c'est le, je sais plus comment j'ai dit ça, c'est le pays de, c'est un minuscule pays avec des nuances immenses, je crois. C'est quelque chose comme ça. Bon, je m'en souviens plus, mais je sais que c'est dans ce livre. Euh, et c'est vraiment la sensation que ça m'a donné de faire ces voyages en début de prépa. C'est en fait, voilà, je découvrais le pays dans lequel, enfin, je découvrais mon pays de nationalité, quoi. Et très loin des images d'Épinal, très loin des grandes lignes aussi un peu réductrices, voire des grandes villes un peu réductrices auxquelles on l'assimile, quoi. Et c'est un pays sublime. Bien sûr. Si vous traversez les États-Unis, c'est sublime, mais pendant 3 jours à la fois, parfois, vous allez voir la même chose, surtout en vélo. En France, c'est pas du tout le cas. En 3 jours, vous allez traverser le pays. Et vraiment, je suis tombé amoureux de ce pays autant que de ses auteurs. Et j'ai compris pour beaucoup l'attachement à leur milieu, notamment Grac, Oui. dont je parlais tout à l'heure, mais pas que. Hein. Je pense que presque tous les écrivains qui sont dans ce livre ont été très attachés à un milieu. Yourcenar, c'est les Flandres avant d'être les États-Unis et l'île de Mount Desert. Mais voilà, donc oui, il y a un apprentissage aussi de la géographie, de la débrouillardise, la quatrième de couverture, il dit, hein, je ne sais plus comment c'est formulé en disant le personnage principal de cette épopée minuscule n'est pas l'auteur, c'est la mosaïque d'un pays, son imaginaire, ses rencontres improbables, ses vallons perdus et ses portes closes. Car il arrive aussi que la maison où certains écrivains passaient le plus clair de leur temps soit fermée ou sous la coupe d'un gardien vigilant. Alors, je parle beaucoup du pays, mais une question à laquelle je pense que ce serait légitime de répondre, c'est où suis-je allé? Exact. Eh bien, du cimetière marin de Paul Valéry, qui était le premier puisqu'on en a parlé, à la villa du Mont-Noir, donc la Beauce, les Flandres, la Beauce. Il y est Combray aussi, là où il y a, Oui. qui a été renommé par rapport à Proust. Voilà, enfin, j'ai parlé de Montreuil-sur-Mer, Biarritz, Bordeaux. Il y a beaucoup de Morvan. Je suis allé jusqu'à Barcelone lors d'un voyage. Il y a une partie en Suisse, il y a une partie beaucoup autour de Rhône-Alpes. Enfin voilà, des traversées de la France un peu en hachure, quoi. D'accord. Et, ça me permet une transition avec une autre question, du coup une question de Louis qui vous demande si vous avez déjà envisagé ou si vous envisagez aujourd'hui d'essayer de suivre des traces d'auteurs étrangers sur d'autres continents. Alors j'y réfléchis parce que honnêtement, ouais, c'est quelque chose qu'on avait proposé, faire en gros une suite à bicyclette de manière étendue. Parce qu'après, c'est vrai que j'ai fait aussi des voyages, tout à l'heure je parlais de Barcelone, mais je suis allé aussi pas mal dans des pays frontaliers, en Belgique, en Suisse, en Italie, en Espagne. Oui, il y a un petit peu Euh, d'Europe. voilà, donc j'ai fait un peu en Europe. J'ai hésité, j'ai réfléchi, j'ai réfléchi. Alors très honnêtement, oui, je le fais et c'est quelque chose voilà, que je fais personnellement. Par contre, je pense pas que ça, et c'est même presque sûr, en tout cas pour l'instant, que ça donne lieu à un livre. Parce qu'en fait, ce livre, c'est pas seulement un espèce de catalogue de je vais aller visiter tel endroit et en faire un compte rendu. Ça, c'était ce que je pensais au départ. Ouais. Et en réalité, il y a quelque chose qui sous-tend l'écriture de ce livre, c'est comment on passe d'un étudiant, de quelqu'un qui a 16-17 ans, qui est intéressé par plein de choses, à quelqu'un qui, parce qu'il a approché des auteurs et qu'il a essayé de découvrir un peu leur intimité, leur procédé aussi de fabrication, de création, se dit, bah, en fait, c'est ça que je veux faire. Et en fait, sans le savoir, je viens de le faire. Et donc, c'est pour ça que un journaliste avait parlé, je crois, de l'acte de naissance d'un écrivain à travers ce livre. Et je pense que pour cette raison, je serais incapable d'en écrire un deuxième sur la même forme. Enfin, ce ne serait pas pertinent plutôt. Ouais. Parce que
voilà, ce qui régit derrière le texte, c'est qu'est-ce que c'est qu'un écrivain derrière sa biographie, en fait. Donc voilà, je pense pas, je le fais, oui, pour répondre à la question de cet internaute que je remercie. Je le fais, oui, mais ça ne donne pas forcément lieu à un livre. Par contre, c'est vrai que je partage régulièrement des photos, enfin, quand cela est possible, en situation non sanitaire critique, des photos de voyage. Et c'est vrai que je suis jamais à l'abri d'une aventure, d'une nuit en forêt, d'une improbable, hein, parfois pas forcément très loin. Ça peut être les catacombes, je sais pas, mais toutes les aventures sont bonnes à prendre. Donc, si vous n'allez pas continuer disons le projet de bicyclette, est-ce que vous envisagez d'autres projets? Ah bah bien sûr, tout plein, beaucoup trop. Beaucoup trop parce que je suis encore étudiant et on n'est pas sérieux lorsqu'on est étudiant et qu'on est jeune et qu'on a envie de faire 3 bouquins en même temps. Alors, en ce moment, depuis un moment, en fait, depuis presque la fin de la promo de Bicyclette, je travaille assidûment à un texte que j'espère, enfin bon voilà, il y a l'histoire du corona et tout ça, donc tout est un peu compliqué pour l'édition et pour la vie en général, pas que pour l'édition. Mais oui, je travaille à un autre roman que j'ai très largement effectué, en tout cas, ouais, il s'est édifié, on va dire, pendant une résidence d'écriture à la Maison Gracq en septembre dernier. Résidence extraordinaire dans la maison de quelqu'un d'extraordinaire. Enfin, voilà. Et ce roman, j'en dis pas trop, mais c'est un roman qui se passe majoritairement de nuit, là aussi, et qui est un peu écrit contre ce texte. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit vraiment purement un littéraire, c'est plutôt quelqu'un de scientifique, quelqu'un de mathématique, qui n'est pas jeune, mais très âgé, et qui habite au bord d'une baie, et qui fait un inventaire de sa vie. Voilà. Et qui est fan, bien sûr, qui est un amoureux de Gracq. Peut-être pour notre salon de l'année prochaine, qui sait, peut-être que vous pourrez venir nous en parler. Ouais, alors bon, je sais pas, je pense pas hein, qu'ils sortent très. J'espère, mais bon, voilà. C'est dans les tuyaux. J'ai une autre question, un petit peu sur le déroulement de vos voyages en général. Est-ce que vous voyagez seul? Et comment est-ce qu'en fait vous essayez d'optimiser votre disposition mentale à l'écriture quand vous êtes en voyage? Eh ben, au départ, comme ça vient, c'est-à-dire si c'est un voyage qui s'organise à plusieurs, eh ben, c'est un voyage à plusieurs. Majoritairement, bon, un des premiers voyages que j'ai fait dans le cadre de Bicyclette aussi, donc 7, c'était tout seul. Par contre, après, je suis allé à Annecy, et là, c'était avec mon meilleur ami qui s'appelle Django, et dont il est question hein, dans le voyage à Annecy, qui était un personnage à part entière. Qui est un personnage, oui, à part entière, ça on peut le dire. Et il y a de nombreux personnages qui ont été mes compagnons de route. Il est question de Fleur aussi, une jeune femme, une professeure de lettres avec qui j'ai pas mal roulé. Donc il y a de nombreux personnages. Certains voyages ne sont pas forcément exclusivement littéraires, c'est-à-dire que je fais un voyage avec d'autres gens à vélo, mais moi après, je vais à d'autres endroits où je le relis avec une démarche littéraire. Et donc là, oui, ils sont avec plusieurs personnes. Il y a aussi pas mal de courses d'endurance, ce qu'on appelle l'ultra cycling ou le bikepacking en anglais. Le voyage en long court ou le voyage sans assistance, je ne sais pas comment dire, le vélo. Oui, sans assistance, je ne sais pas comment dire. La longue distance à vélo. Ouais. Qui là sont des événements avec pas mal de gens et notamment une association qui avait organisé, j'avais fait dès 2016 un Vézelay-Barcelone et qui organise tous les ans un événement qui fait 1000-1200 bornes sans assistance. Donc là, oui, c'est vrai que ce sont des événements que je fais avec des gens. Mais sinon, je dirais la majorité des chapitres, puisque c'est séparé un voyage par chapitre à peu près, sont à peu près seuls. Ouais. D'accord. D'accord. Et, alors, je ne sais pas si vous avez encore, si vous avez fini votre récit ou pas. J'ai fini mon récit. Ouais. Vous avez fini votre récit. Mais je sais pas, après c'est des questions, mais oui, en gros, non, oui, ça. justement, c'est parce que j'ai des questions. Je voulais pas Alors, je vous écoute. vous interrompre.
Vous parliez au début, quand vous avez fait votre promo, etc., de la critique, vous en avez beaucoup parlé. Alors bon, il y a eu la critique positive, ça on a bien compris, mais comment est-ce que vous avez réagi et comment est-ce qu'en général on peut réagir quand on lit nos premières critiques négatives et qu'on n'est pas préparé à ça? Bah, vous savez que je sortais de prépa, Oui, c'est donc vrai. Oui, je sais pas comment vous dire. j'avais Une pas pensé à critique cet négative, aspect-là, oui. alors en fait déjà je réfléchis. Si ça me fait rire et que je me dis ouais ok je vois, là j'y réfléchis. Je me demande est-ce que c'est inconscient, est-ce que c'est au contraire quelque chose d'assumé, parce que parfois il y a des gens qui supportent pas des trucs qui en fait pour moi sont aussi liés à la définition que je donne de l'écriture, etc. Même si c'est pas une définition arrêtée, mais parfois il y a des gens qui me reprochent des trucs. Qui voilà, c'est tout, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? Oui, oui, C'est un bien sûr. package et on n'est pas forcément, et encore heureux, on n'aime pas tous les auteurs et je le comprends. Et après, il y a des choses où, oui, là j'y réfléchis, je me dis, bon, ok. Alors après honnêtement, euh, il y a un mythe qui est le mythe, qui est le mythe romantique d'un écrivain qui est 100% son œuvre, etc. Et où si on attaque son œuvre, c'est lui qu'on attaque, etc. Moi, Mhm. je pense pas. Je pense qu'on met énormément de notre personnalité, donc que c'est normal que ça puisse être blessant. Après, c'est pas ce qui m'a le plus. En fait, ça m'a jamais. Ça peut être piquant, mais ça m'a plus fait réfléchir qu'autre chose. Sauf quand vraiment c'est de la mauvaise foi où là ça me fait marrer et voilà, limite je suis le premier à les partager parce que ça me fait rire aussi. Euh, ce qui m'a davantage étonné, c'est peut-être effectivement des jalousies qui sont infondées ou des gens qui sont suspicieux et qui disent que machin. Ça, je trouve ça toujours un peu dommage. Euh, Encore une fois, c'est un livre qui est volontairement, qui est en tout cas c'est assumé qu'il est imparfait. Hein. C'est un hasard ce livre. Ouais. Euh, je suis pas, voilà, je suis pas mégalo, donc je sais très bien qu'il y a des. Et d'ailleurs, quand je le relis 2, 3 ans après, il y a plein de choses que je ferais différemment, je pense. Ouais. Et c'est aussi l'objet de continuer d'écrire. C'est aussi l'intérêt. Voilà, c'est un artisanat. C'est un artisanat et ben, il faut forcément des premières réalisations. D'accord, ouais, bah c'est une très bonne philosophie en tout cas. Euh, Quelqu'un dans le chat nous demande quel serait, on va dire, votre meilleur souvenir de voyage, peut-être une anecdote amusante que vous pourriez nous raconter. Ouais, alors on va changer. C'est une bonne question. Je vais y réfléchir. On va changer parce que dans l'entretien, j'avais parlé d'un épisode Oui, où je faisais tomber un bidon sur les pieds d'un concierge d'hôtel à Tours. Ça, c'est vrai que ça me fait encore marrer. Un beau souvenir. Un souvenir qui encore aujourd'hui m'émeut, enfin, que je trouve encore assez touchant. C'est la rencontre d'un gendarme que j'avais fait à Bordeaux, qui est un personnage qui, voilà, les dialogues, il est question de cette rencontre dans l'un des derniers chapitres de Bicyclette. Gendarme qui était cassé par ses opérations et qui était un ancien cycliste et qui me parlait, voilà, qui était en plein divorce, etc. Et c'était une rencontre qui m'a vraiment beaucoup touché parce que c'est quelqu'un qui réfléchissait pas mal à la notion de sport telle que je la concevais, quelqu'un qui connaissait aussi un peu la performance, l'effort sportif, etc., qui était cycliste par ailleurs et tout, donc qui résonnait aussi là-dedans. Et quelqu'un avec qui j'ai beaucoup discuté à un moment où je venais de faire 1000 bornes de vélo, donc on est toujours un peu à fleur de peau, et qui était vraiment très touchant, avec qui on a beaucoup réfléchi, enfin, qui avait des idées assez intéressantes aussi sur qu'est-ce que c'était qu'écrire et qu'est-ce que c'était pour lui que faire un livre, et donc qui me disait, mais attends, faire un bouquin à 23 ans, enfin, en plus à l'époque j'avais 18 ans, 20 ans exactement. Donc, donc ce souvenir-là, la rencontre inattendue avec un autre Airbnb à Bordeaux, la prochaine fois, enfin voilà, je me dis à chaque fois, si je vais à Bordeaux, je leur passerai un coucou parce que c'était vraiment quelqu'un de touchant et d'extrêmement sensible. Mais il y a plein de rencontres. Il y a ces gens qui vous aident à des moments où c'est rien du tout. Ils vont vous donner peut-être, ils vont vous remplir un bidon, ils vont vous parler une demi-heure, vous demander de vous asseoir avec eux, est-ce que tout va bien, machin. Ils vont vous inviter, ils vont plus vouloir que vous partiez. Ça, c'est ça aussi un voyage à travers un pays. Et j'ai été souvent peut-être pris dans une espèce de logique de faire des kilomètres.
Et donc, c'est vrai qu'on se dit, il me reste encore 200, 150 bornes, je sais pas, avant la nuit ou avant de devoir arriver à tel endroit. Donc, il faut un peu se presser. Mais en fait, mes meilleurs souvenirs sont liés au moment où j'ai laissé un peu faire les choses. Bien sûr, il y avait un cadre derrière et j'avais des idées en tête. Mais, mais se laisser inviter dans un moment, discuter avec des gens de choses qu'on n'était pas forcément venu chercher, c'est un très bon souvenir. Il y avait une autre partie de la question. Non, juste votre meilleur plus beau souvenir. Mon plus beau souvenir, je dirais toutes ces petites rencontres. Ouais. Et voilà, j'ai des souvenirs de route en plein hiver, de la Costa Brava, donc juste avant les 50 derniers kilomètres entre la frontière et Mataró, avant Barcelone, qui sont sublimes de nuit, etc. C'est vraiment magnifique, il n'y a personne. Bon, au mois de juin, c'est autre chose. Mais voilà, plein de routes, plein de leçons de vie. Une autre question. Alors, on passe d'un thème à l'autre, c'est très rigolo. Mais est-ce que vos voyages, le fait d'aller sur les traces des auteurs, vous a, comment dire, fait changer d'avis ou fait redécouvrir certains auteurs? Et je Ah rajouterai oui, une question oui. personnellement par-dessus cette question. Est-ce que ça vous a aidé dans votre travail en prépa? Alors, je vais répondre à la première question. La première question. Oui. Il y a énormément d'auteurs sur qui, heureusement, ou d'ailleurs parfois à tort, hein, parce que, par exemple, je vais prendre un exemple. Je vais parler de Proust. Ça aurait pu être Hugo, mais globalement, les très gros monuments de la littérature, surtout si au début on ne les connaît pas, comme c'était mon cas, je les connaissais davantage pour leurs œuvres que pour leur biographie, euh, ont parfois des vies qui ne sont pas du tout intéressantes, ou des vies en tout cas qui sont bien moindres à leurs œuvres, qui peut être finalement l'une des plus belles choses ou la plus belle chose qu'ils aient réalisée. Donc on peut être déçu. Il est question dans ce livre de pas mal de deux ou trois moments où effectivement vous arrivez à un endroit et vous dites mais c'est ça la maison de Victor Hugo? C'est ça l'appartement de Victor Hugo à tel endroit? Je ne citerai pas de... Voilà. Mais non, mais vous pouvez être très étonné par rapport à l'ampleur, au colosse qu'a représenté Victor Hugo sur son temps. Voilà, Victor Hugo, à un moment je dis en rigolant, mais il faudrait Notre-Dame pour jouer le rôle de sa maison d'écrivain, si je peux dire. Ou Paris entier. Oui. Et finalement, je trouve que Montreuil-sur-Mer s'y prête bien. Mais il y a aussi Haute-Villahousse, enfin, il y a aussi Quinte et tout ça. Donc voilà. De manière générale, ça m'a appris aussi à voir le fossé qu'il peut y avoir. Et parfois aussi, c'est hyper éclairant. C'est hyper éclairant. Je pense à Balzac, par exemple. De voir le fossé qu'il peut y avoir entre biographie et œuvre. Et on comprend mieux parfois les textes qu'on lit. Ouais, ça, c'est sûr. Sans pour autant tomber dans un déterminisme un peu sociologique qui serait un peu trop lourdingue, quoi. Mais c'est très intéressant. Après, déçu par les textes et tout ça, je pense pas. J'ai appris plein de choses, plein d'anecdotes, plein de coïncidences aussi qui parfois m'amusaient. Parce qu'on se retrouve à lire des archives, des correspondances et tout ça. Mais déçu, non, parce que c'est toujours c'est intéressant. Voilà, je ne sais pas comment dire. La deuxième partie de la question. La deuxième partie. Je le rappelle pour ceux qui c'est un n'auraient peu pas plus suivi. tricky. Est-ce que ça vous a aidé en prépa? Moi, je vais dire oui. Mais je ne suis pas normalien. Preuve donc que peut-être que dans la préparation du concours, il y a eu des petits couacs. Ou peut-être tout simplement que ça n'était pas fait pour moi. Voilà. Alors, oui, parce que l'un des grands dangers, c'est de se transformer en une espèce de robot qui recrache tout. Et je pense que pour ça, la prépa est aussi une bonne école. Et le fait de rouler de nuit, le fait de respirer un peu des goulets d'air frais entre deux cours, de digérer vraiment au sens presque physiologique un peu toutes les informations qu'on a toute la journée en continu et d'essayer de les appliquer à des situations. On n'a pas beaucoup d'expérience forcément non plus quand on vient d'avoir son bac et c'est vrai qu'on peut être confronté à des chefs-d'œuvre gigantesques qui parfois sont des œuvres très matures. Alors certes, c'est jamais un mal, mais parfois c'est un peu dur à assimiler.
Et oui, donc pour ça, je pense que oui, ça m'a aidé. Ça m'a aidé aussi à tenir parce que c'est très éprouvant. Il y a un côté marathon dans la prépa et ça, c'est très proche de l'endurance au long cours. Alors, après, et ça m'a aidé en culture générale, hein, parce que ça m'a fait faire des recherches géographiques ou historiques ou littéraires ou peu importe, que j'aurais peut-être jamais fait. Ou en tout cas jamais avec autant de fougue et de rapidité et de passion, on va dire. En tout cas, il aurait peut-être fallu que j'attende une autre occasion, et c'est très bien que ça soit arrivé à ce moment-là. Après, non. Pourquoi ça ne m'a pas aidé? Parce que on a peu de temps en prépa. Ouais. Et peut-être que ce temps investi à autre chose eût été plus favorable au concours. Globalement, ce que j'en retire, c'est qu'en fait, on rentre parfois en prépa sans trop savoir ce qu'on vient y chercher, et surtout très rapidement, on peut être placé dans une logique de ouais, je viens chercher tel concours. Alors qu'en fait, quand je regarde aujourd'hui tous les gens qui étaient avec moi en prépa, ou quand je regarde d'autres exemples d'élèves, etc., que je peux croiser, je pense que c'est pas du tout la finalité de la prépa, le concours de Normal Sup. Il y en a qui l'ont et qui sont très contents, il y en a qui l'ont et qui sont très malheureux, il y en a qui l'ont pas et qui sont très contents. Enfin voilà. En fait, c'est vraiment une très bonne formation. Je pense que beaucoup de gens qui sont passés par là diront comme moi. Il y en a qui l'ont mal vécu, mais forcément, ça dépend aussi des conditions et tout ça. Mais moi, ça m'a conforté dans une direction de faire ça aussi. Et je pense que vous pourrez en parler peut-être avec Étienne Kia. Mais je sais que l'enseignement en prépa est très différent d'autres. On a des relations très particulières avec nos profs, où c'est vrai qu'ils sont tellement passionnés que c'est hyper intéressant. Et donc ça m'a vraiment appris ce côté-là. Et par la suite de mes études, je l'ai beaucoup regretté. Ça m'a beaucoup manqué. Jusqu'à cette année, ça m'a beaucoup manqué de ne pas avoir cette exigence, cette stimulation qu'il y avait en prépa, cette émulation. Voilà. J'approuve totalement tout ce que vous dites sur la prépa, en tout cas, en tant qu'escagneuse, moi aussi. Bon, ça me fait plaisir. Une petite dernière question. Question de Charline qui vous demande si un projet de livre où vous suivez le trajet d'un roman de voyage pourrait vous plaire, vous séduire. Un projet de livre où je suis le roman. Oui, Alors, ok. je pense notamment alors c'est de l'allemand, donc je vais très mal le lire. Spaziergang von Rostock nach Syracuse, où un Allemand de l'Est s'échappe pour suivre les voyages de Goethe. Alors, je ne connaissais pas. Voilà. Tout simplement parce que très mal déjà, lu, donc, je ne suis pas germanophone. Donc, je ne verrai pas les fautes de lecture. Alors oui, c'est intéressant. Alors Goethe, il faut que je regarde. Je ne peux pas vous dire, d'autant que, comme je l'ai dit, c'est pas la culture que je maîtrise le mieux. Il y a vraiment de très très bons livres de voyage. Et ça peut être très intéressant aussi. Alors on l'a fait avec des amis. Un peu au long cours, un peu en mode pionnier de l'aventure et un peu musclé, mais toujours pas dans une logique de recherche de la compétition, etc., mais avec un côté assez amical et assez associatif, enfin, vraiment chouette. Et je sais que voilà, il y a des événements comme ça qui sont sur, par exemple, la Stevenson, qui reprend le voyage avec un âne de Stevenson, voyage avec un âne dans les Cévennes de Stevenson. Tout à l'heure, je parlais de Giono. C'est vrai que ça a pu être, j'ai pu penser à ça aussi. Je sais qu'il y a de nombreux textes de voyage, oui, effectivement, qui m'ont donné l'idée de faire ça. Ça peut être pertinent, mais ouais, il faut essayer. J'ai lu un très beau texte récemment, au cours de l'année, où justement, donc c'est un texte d'Emmanuel Ruben qui remonte le Danube à vélo. Et justement, il y a toute cette espèce de surimpression différente d'histoire, de littérature, etc. Ça, je trouve ça intéressant. Je pense que je pourrais recommander ça à cette personne qui s'intéresserait à un texte de vélo qui serait aussi qui suivrait des récits de voyage. Ouais. Je dirais Sur la route du Danube d'Emmanuel Ruben, qui est sorti chez Rivage il y a un an ou deux. Voilà, c'est ça que je recommande. Après, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Écoutez, je vous laisse le mot de la fin, si vous voulez. Je vous remercie d'avoir posé les questions. Donc, le mot de la fin, c'est une lecture, c'est ça? Oui.
Ok. Alors, avec grande originalité, je vais vous lire la première page de Bicyclettre. C'est un chapitre qui s'appelle La salle d'eau, et la salle d'eau comme la salle de bain, qui s'écrit à 7 dans l'Hérault, depuis Lyon, en mai 2015. Hier soir, sur la tombe de Paul Valéry à 7, je me suis souvenu des matins où je quittais la maison à bicyclette pour observer la mer. J'étais enfant. Ma bécane était rouillée et elle craquait. C'était un bon vélo, que je retrouvais avec bonheur à chaque vacances. 10 années plus tard, dans l'Hérault, seul l'abbé me paraît avoir changé. Comme dans mon enfance, il n'a été question que d'un geste simple. Enfourcher le vélo et aller pour regarder la mer. Comme si la légèreté de parvenir à la lisière de l'eau salée dégrippait mes rouages. À la rencontre de la région, je ressens à nouveau cette allégresse enfantine propre au pédalage. Les cheveux au vent précèdent le corps élancé. Supporté par la machine, le corps se libère de son poids et l'esprit accueille la flânerie. Elle s'installe et remplace progressivement la recherche d'une performance. Une sorte de bain de l'errance dans lequel l'entrée se fait plus ou moins confortablement, un peu comme dans une baignoire que l'on apprivoise, et où seules résident les sensations d'un spectacle continuel. Il faut dire que, dans l'enceinte du cimetière marin, on se sent lové comme dans sa propre salle d'eau. Il est même difficile de s'en extirper. La pierre est chaude, les bruits sont adoucis, la palette de bleu est colorée. Après la route à bicyclette, soit une lecture de plusieurs centaines de kilomètres d'un front de mer à l'autre, je découvre à l'abri tout un monde dans le vent des peuples, la Méditerranée. Dans cette mer, il y a une fosse. Les spectateurs qui y dorment sont Jean Villard, que j'ai déjà un peu salué sur la route d'Avignon, Brassens, qui m'accompagne de temps à autre dans mes cacophonies, et quelques anonymes. Je me suis rendu sur ces tombes plus particulièrement pour Paul Valéry. D'autres sont enterrés ici, mais c'est lui, l'homme de lettres qu'il a été, qui nomme le lieu cimetière marin, sorte d'abysse où s'allongent les habitants du Grand Bleu pour expirer parmi les dieux. Dans ce poème, il a écrit quelque part « la mer, toujours recommencer ». Ce vers m'a happé, tel le garant d'un rythme onduleux. La mer, déjà le fracas contre les rochers, toujours recommencer. Il faut fermer les yeux et se le répéter. La mer, toujours recommencer. La série dure environ 9, peut-être 10 secondes. C'est une houle de temps clair que nous ne connaissons que très rarement dans le nord, d'où je suis originaire. Sur nos plages, la mer est hachée comme un chantier d'écume. Une nouvelle houle se referme dans un bruit d'eau précipité. 10 secondes entre les deux vagues. Le poème reprend avec l'agilité d'un nageur, tandis que l'onde fond dans le sable avant la suivante. Par ces quelques mots s'explique la position du cimetière, midi entre les hommes et les cieux. Voilà, je m'arrête là, et après, il y a toute... il est question d'une rencontre et du cimetière marin, et de pourquoi je suis venu là. Et puis, on va laisser la liberté à nos spectateurs de découvrir la suite. Je vous rappelle d'ailleurs que vous pouvez gagner 2 exemplaires de Bicyclettre en likant l'interview de Jean Assier-Danès qui a été publiée hier sur notre événement, en taguant 2 personnes dans les commentaires. Donc, si vous deviennent très rares, parce que... Ils deviennent très rares en plus, hein, vous allez avoir de la chance si vous les gagnez, effectivement. Parce que le texte est victime de son succès, et donc il y a une petite rupture de stock momentanée. Effectivement. Effectivement, on a eu quelques soucis avec ça, mais on va pouvoir vous les offrir tout de même, il n'y a pas de souci. Écoutez, Jean Assier, merci beaucoup. Merci à vous. C'était une discussion très intéressante. Et puis, merci à tout le monde d'avoir été là, d'avoir posé des questions. Et on se retrouve du coup demain soir à 17h30 pour la dernière conférence de ce salon un petit peu particulier avec Étienne Pern, justement, votre ancien professeur de lettres, qui nous parlera des haines et amitiés entre écrivains. Ça s'annonce très, très intéressant. Voilà, merci beaucoup. Et bonne soirée.